Si je vous dis que Frank Sinatra a failli prononcer la fameuse phrase « Yippee-ki-yay, pauvre con », voici l'histoire d'un incontournable du cinéma, et qui malgré le style, sent bon le film de Noël. On parle aujourd'hui de Die Hard, en français, Piège de cristal. Dans l'histoire, John McClane, policier new-yorkais, venu rejoindre sa femme Holly, dont il est séparé depuis plusieurs mois pour fêter les fêtes de Noël. Tout ça dans le secret espoir de réconciliation. Celle-ci est cadre dans une multinationale japonaise, la Nakatomi Corporation. Son patron, Monsieur Tagaki, donne une soirée en l'honneur de ses employés à laquelle assiste McClane, tandis qu'il s'isole pour téléphoner, un commando investit l'immeuble et coupe toutes les communications avec l'extérieur. En tout cas, c'est pas mon nom qui t'a manqué, hein. Sauf peut-être quand tu signes des chèques. À l'origine, Piège de cristal, c'est un roman de Roderick Thorpe qui s'appelle Nothing Lasts Forever, sorti en 79, dans lequel le héros est un inspecteur new-yorkais à la retraite. Et à ce moment-là, Clint Eastwood détenait les droits du livre et prévoyait de se donner le rôle de McClane. Donc dans l'histoire, Joe Leland rejoint sa femme à Los Angeles pour fêter Noël. Une femme d'affaires dans une multinationale pétrolière. Elle l'accueille dans le building de sa société, mais l'immeuble est bientôt pris d'assaut par les terroristes allemands. Leland réussit à s'échapper, entreprend d'éliminer les criminels un à un, et même si l'histoire est plutôt sombre car elle y meurt à la fin, la Fox y voit évidemment le potentiel d'un bon thriller teinté de film catastrophe. C'est d'ailleurs dans cette optique sérieuse que travaille le premier scénariste Jeb Stuart au milieu des années 80. Mais lorsqu'en 87, le producteur exécutif Silver, celui qui notamment a réalisé 48 heures, Commando, Predator avec Schwarzy, est approché par la Fox pour concrétiser le projet, le cinéma hollywoodien a déjà pris une tournure musclée et fun dans des histoires conçues avant tout pour divertir les adolescents. D'un commun accord avec John McTiernan, choisi ici pour renouveler l'exploit viril et virtuose de Predator, Silver demande à son scénariste favori, Steven de Souza, d'accentuer l'aspect film de casse du récit et d'ajouter de l'humour au dialogue pour être plus en accord avec la vedette choisie par le studio, Bruce Willis, qui à ce moment-là était un acteur connu à l'époque pour la série Clair de Lune avec Sybil Shepherd. Comme Casablanca, Piège de cristal est un bijou d'harmonie tourné dans un bordel impensable au cœur du building, le Nakatomi Plaza, qui était en fait le futur siège de la 20th Century Fox, pas encore terminé, toujours en travaux. La compagnie s'est facturée elle-même des loyers pour l'utilisation du bâtiment, le Fox Plaza à Los Angeles, pendant le tournage. Et s'il tient toujours merveilleusement bien au final dans le film, ce n'est pas dû au miracle mais au sens de la composition de John McTiernan, ainsi qu'au talent et à la compétence des scénaristes, techniciens et comédiens hollywoodiens qui depuis toujours savent travailler vite et bien en faisant abstraction du chaos. Vu d'où je suis, t'es responsable d'un bon merdier. D'ailleurs aujourd'hui le Fox Plaza interdit tous les gens extérieurs de prendre des photos car depuis Piège de cristal, il y a beaucoup trop de touristes. Plus de 30 ans après son succès sur les écrans américains, Piège de cristal est toujours considéré comme le chef-d'œuvre du genre. Pourquoi a-t-il autant marqué les esprits? Cela ne vient pas du sujet, un homme courageux, seul contre des hors-la-loi, en milieu confiné, puisqu'on a vu cette situation dans des dizaines de thrillers et de westerns. Cela ne vient pas non plus des cascades et des explosions, puisque là encore, on en a vu des semblables, voire de plus spectaculaires ailleurs. L'humour, l'humanité et le charisme de Bruce Willis pourraient être une meilleure raison. Mais n'est-ce pas aussi le cas de Mel Gibson, dans L'Arme fatale un an plus tôt? Je suis trop vieux pour ce genre de conneries. L'explication est donc à chercher dans la forme du film, c'est-à-dire dans la mise en scène de John McTiernan et dans les décors de Jackson Degovia. C'est moi qui suis responsable des opérations. D'accord, je vois ce que c'est. Piège de cristal est une œuvre purement géométrique, conçue par le cinéaste et son designer pour imprimer notre rétine et notre esprit. Comme dans l'hypnotique générique de La mort aux trousses signé Saul Bass, on contemple au centre d'un building flambant neuf plusieurs lignes droites qui se rejoignent et s'interpénètrent. Faites-moi confiance, ça fait 11 ans que je pratique ce truc. Chez McTiernan, années 80 oblige, cette conjonction finit par une explosion. Mais c'est justement ce contraste entre géométrie et violence, civilisation et sauvagerie qui l'intéresse en tant qu'auteur depuis son premier film Nomads en 86 avec Pierce Brosnan.
Quelles sont donc ici ces lignes et cette conjonction qui nous fascine? C'est la bonne question, ça. Premièrement, à un niveau narratif et thématique, il s'agit des différentes trajectoires des personnages, c'est-à-dire des différentes destinées qui se rejoignent comme aimantées dans la tour maudite et sur son esplanade, celle de John McClane, Holly Gennaro, Argyle, Joseph Takagi, Harry Ellis, Hans Gruber, son commando, Al Powell, Dwayne Robinson, Richard Torburg, les agents Johnson & Johnson du FBI, ils sont tous réunis pour une seule nuit, celle du réveillon de Noël. Ces différents acteurs de la société, bourgeois et prolétaires, connaîtront de manières exacerbées la peur, la souffrance, l'humiliation, la mort, mais aussi l'amitié, l'amour et la rédemption. C'est de toute beauté. Au niveau de l'histoire du cinéma, ce film de 88 est bien le lieu d'une incroyable conjonction. Différents courants artistiques se rejoignant et s'alimentant l'un l'autre pour créer un torrent nouveau qui a pour nom Piège de cristal. Le western classique des années 50, comme dans Rio Bravo, McClane, c'est le shérif valeureux, coincé par des bandits en lieu clos. Il y a le style film braquage, élégant, des années 60, le film catastrophe moraliste des années 70, le film d'action musclé des années 80, le tout donnant naissance au film d'action high-tech des décennies à venir, mélange de verre, de métal et de béton, avec entre autres Terminator 2, le jugement dernier. Hasta la vista, baby. Mais également Speed avec Keanu Reeves, les James Bond de Pierce Brosnan, les Matrix, les Fast and Furious, les Jason Bourne, bref. Les auteurs, à commencer par le très cinéphile Joel Silver, sont tellement conscients de la dimension postmoderne de leur œuvre qu'ils placent vers la fin ce dialogue référentiel à faire pâlir Tarantino. Il y a Gruber, l'Européen civilisé, qui surnomme McClane le cow-boy, qui lui dit « Mais cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grayskull. » Et McClane, en téléspectateur américain lambda qui connaît ses classiques, lui répond « C'est Gary Cooper, connard. » On peut retrouver aux côtés de Bruce Willis Alan Rickman dans le rôle de Hans Gruber, et c'est son premier rôle dans un film. À côté de ça, c'est aussi le mari de Charlene Spiteri, la chanteuse du groupe Texas. Mais aussi, plus récemment, il a marqué toute une génération dans le rôle du professeur Rogue chez Harry Potter. À l'évidence, la célébrité ne fait pas tout, n'est-ce pas, Monsieur Potter? Il y a également Alexander Godunov, qui jouait le terroriste baraqué aux cheveux blonds et longs. Eh bien, il ne paraît pas comme ça, mais en 71, il a fait partie du ballet du Bolchoï, où il est devenu danseur étoile. Mais arrête, espèce d'enfoiré, tu t'es fait comprendre, basta maintenant! Concernant Bruce Willis, c'était le premier grand rôle au cinéma. Il a été payé 5 millions de dollars pour le rôle de McClane, un salaire réservé à la base uniquement aux plus bankable de l'époque. Et la fameuse phrase dont je vous parlais, « Yippee-ki-yay, pauvre con !» C'est assez marrant d'imaginer un vieux Sinatra prononcer cette réplique culte dans un blockbuster destiné à des gamins qui auraient pu être ses petits-enfants. Et le plus drôle, c'est que ça a failli arriver. Oh, je suis vraiment désolé, Hans. Je n'ai pas reçu ce message. En fait, Sinatra s'est vu offrir le rôle avant que ce dernier n'aille finalement à Bruce Willis. Ses talents de cascadeur ou sa capacité à faire le crooner n'étaient pas la raison de ce choix. En fait, une ancienne clause disait tout simplement que les producteurs du film étaient dans l'obligation de lui proposer en priorité le rôle de McClane, puisque la série cinématographique des Die Hard était basée sur un livre de Roderick Thorpe à qui l'on doit déjà le roman The Detective, qui avait été adapté au grand écran en 66 avec, je vous le donne dans le mille et mille, Sinatra dans le rôle principal. Vous auriez dû faire une note de service. Alors évidemment, Sinatra, 73 ans, au moment de la sortie de Piège de cristal, a refusé. Le rôle a ensuite été proposé à Schwarzy, Stallone, Clint Eastwood, Mel Gibson, Richard Gere, et comme on le sait, ça a fini par Bruce Willis. Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe, un emmerdeur. Un bon choix qui imposera l'acteur sur la planète Hollywood avec un paquet de scènes devenues cultes. Et Brucey, mine de rien, a préparé très sérieusement son rôle. Il a rencontré de vrais policiers pour le préparer. Ils ont même été consultants sur le film. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Et quant à Sinatra, cette même année, lors de la sortie de Piège de cristal, il fera lui une brève apparition vocale dans Qui veut la peau de Roger Rabbit pour l'épée version cartoon. C'est vraiment deux salles, deux ambiances comme on dit. Et ce qui est marrant, c'est que dans la bande-annonce de Piège de cristal, la fameuse phrase « Yippee-ki-yay » est différente de celle dans le film. Yippee-ki-yay, l'Indien. Mine de rien, pour Bruce Willis, il a fallu de la part du département costume 17 Marcel à disposition.
à différents stades de crasse, histoire de coller à l'avancée du personnage dans l'histoire. C'était ça. En parlant de réalisme, pratiquement aucun des acteurs engagés pour jouer les méchants allemands n'était allemand. En version originale, ils font beaucoup d'erreurs en parlant la langue. Ils ont été pris avant tout pour leur air menaçant. D'ailleurs, Bruce Willis est bien plus allemand que la plupart, car oui, il est né en Allemagne de l'Ouest, d'une mère allemande. C'est pas de ma gueule à moi que le pays tout entier s'est foutu en la voyant à la télé. D'ailleurs, dans la version allemande du film, les terroristes ont des prénoms anglophones et ne viennent pas d'Allemagne, mais d'Europe. Comme par hasard. Parmi les scènes cultes, oui je sais, le film est fait de scènes cultes, mais parmi elles, quand McClane se retrouve pieds nus, eh bien Bruce Willis portait à ce moment-là des chaussures faites en matière souple qui devaient passer pour des pieds nus, et des fois ça se voit un peu quand même. Oui, regardez bien, c'est marrant quand on s'en rend compte. Et pour jouer sa femme, Holly Gennaro, eh bien Bonnie Bedelia, qui tient le rôle, peut remercier Bruce Willis. C'est lui qui l'a recommandé après l'avoir vu dans le film Heart Like a Whale. En français, c'était le film Pieds au plancher, sorti en 83, un film biographique basé sur la vie de Shirley Muldowney, première femme à avoir reçu une licence de la National Hot Rod Association, fédération automobile pour les courses de dragster aux États-Unis. On peut aussi être fier en France d'être représenté dans Piège de cristal. Bon, c'est sûr, c'est bref, quasi invisible et pas de la meilleure façon. Mais les cigarettes que McClane pique à Heinrich, ce sont des Gauloises. 14 ans les Gauloises. Mais l'une des scènes les plus mémorables de Piège de cristal, c'est la scène où Hans Gruber tombe du building. Alan Rickman devait faire une chute d'une dizaine de mètres sur un airbag de réception. Il était tenu avec une corde par un cascadeur qui devait le lâcher après avoir compté jusqu'à 3. Lâche ça, beau blanc. Pour avoir une authentique réaction de flip de l'acteur, il l'a lâché à 2. Donc la prochaine fois que vous verrez ce passage, dites-vous qu'il a vraiment la trouille. Quel sale bande d'enfoirés! Mais le pauvre Alan Rickman, on a vu d'autres sur le tournage. On voit très peu d'ailleurs la tête du personnage Hans Gruber quand il tire un coup de feu, parce qu'Alan Rickman ne pouvait pas s'empêcher de sursauter à cause du bruit et du flash. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Mais il y a aussi eu des scènes très peu préparées, celles où Hans Gruber et John McClane se rencontrent pour garder le plus de spontanéité possible. Qui êtes-vous? Sœur Teresa m'appelait Monsieur McClane à la maternelle. Mes amis m'appellent John. Vous n'êtes rien. Allez vous faire foutre, Hans. Il y a aussi eu des scènes très impressionnantes et surtout compliquées à tourner. Par exemple, la scène où l'hélicoptère survole le building vers la fin du film. Ça a quand même pris 6 mois de préparation, ils ont eu seulement 2 heures pour filmer, il a fallu 9 caméras, 3 prises, et toute personne à 150 mètres à la ronde devait être uniquement des employés du tournage. Je jure que jamais plus, je ne mettrai les pieds dans un gratte-ciel. Mais il y a une scène en particulier qui leur a créé de belles frayeurs. Quand McClane tombe dans le conduit de ventilation en essayant de changer de côté, eh bien c'est une chute du cascadeur qui a été gardée au montage parce que ça rendait super bien au final. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Et les armes déjà modifiées pour tirer à blanc ont été encore modifiées pour tirer des munitions à blanc plus puissantes et plus bruyantes, parce que le réalisateur John McTiernan voulait du réalisme exagéré, quoi que ça puisse être. Au final, ça a valu à Bruce Willis une perte permanente des 2/3 de l'audition dans son oreille gauche. Vous voyez quand il tire sous la table et qu'il a son flingue très près du visage, eh bien c'est du plexiglas qui était utilisé pour protéger les acteurs des projections, ce qui a amplifié les sons. La prochaine fois que t'auras l'occasion de tuer un mec, n'hésite pas! Merci beaucoup du conseil. Bruce Willis a aussi eu beaucoup trop de mal à casser la fenêtre avec la chaise dans la scène où il veut attirer l'attention de Powell. Le verre était si costaud que l'acteur a cassé la chaise avant la fenêtre. 8 Lincoln 30 à Central. Je vous écoute. On s'est foutu de vous en vous envoyant au Nakatomi Plaza, absolument rien à signaler. Terminé. Bienvenue à la fête, camarades! En ce qui concerne l'équipe de tournage, c'était aussi une belle bande de petits plaisantins. Reginald Vert Johnson, qui jouait le policier Al Powell, s'est fait moquer de lui à cause de l'obsession de son personnage pour les Twinkies, cette fameuse génoise fourrée à la crème dont raffolent les Américains. Eh bien, certains membres de l'équipe sont allés jusqu'à lui en balancer dans la voiture pendant qu'il conduisait. Qui est au volant? Stevie Wonder? On le sait bien, dans la vie, rien ne se perd, tout se recycle. Eh bien, la vue panoramique de la ville que l'on voit depuis l'intérieur
l'intérieur du building est en fait une peinture de plus de 100 mètres avec les lumières intégrées, des voitures en mouvement et la possibilité d'alterner entre jour et nuit. Cette peinture est toujours la propriété du studio, elle a même été réutilisée dans d'autres productions. Fais-moi un sourire, les affaires reprennent. C'est vrai que Piège de cristal a été un énorme virage dans le cinéma américain d'action. Jusque-là, on avait l'habitude des gros muscles avec Schwarzy et Stallone. Willis était le premier monsieur tout le monde, entre guillemets, et ce film a donné lieu à une flopée d'autres films avec un mec coincé par des bad guys dans un endroit clos comme Piège en haute mer, Air Force One, Piège à grande vitesse, Les ailes de l'enfer, Passager 57, etc. Parfois des pseudo-copies réussies, parfois très loin de l'être quand même. Pas aimé, et ça me désole ça. Au final, il y a eu plusieurs suites de Pièges de cristal. Die Hard en version originale. Personnellement, je préfère m'arrêter au 3e. À partir du 4, je préfère dire qu'ils n'ont pas existé. Et te laisse pas aller, cramponne-toi mon vieux. Et ils l'ont dans le cul. Et Piège de cristal, premier du nom, c'est le plus long de la franchise, avec ses 132 minutes. Oui. Comment ne pas penser à Patrick Poivet en parlant de Bruce Willis, la voix française de ce grand comédien de talent, malheureusement parti. Je sais ça n'a rien à voir, mais Bruce Willis a décidé de stopper sa carrière peu de temps après. Malheureusement, c'est dû à des problèmes de santé qui lui donnaient de plus en plus de mal à apprendre ses textes. Je pense qu'il doit pouvoir sans trop de problèmes se la passer tranquille, la retraite. Écoute-moi bien, pauvre type. Et pour finir, je me suis souvent demandé d'où venait ce beau titre français, Piège de cristal. C'est vrai que c'est plus poétique que Die Hard. Eh bien, un jour je suis tombé sur un texte des Fleurs du Mal de Baudelaire, et sur les vers suivants du poème L'Irrémédiable, qui dit « Un navire pris dans le pôle comme un piège de cristal, cherchant par quel détroit fatal il est tombé dans cette géole. » Simple hasard ? À votre avis ? Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pop Stories, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour dans la playlist, il y a d'autres épisodes qui vous attendent. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à noter, ainsi qu'à vous abonner, vous connaissez la marche à suivre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao.